Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous avons vu la structure des orbitales des électrons autour d'un atome. Que se passe-t-il maintenant quand il y a plusieurs électrons? Alors les électrons ont la propriété de ne jamais être à deux dans le même état quantique. Ce sont des fermions et cette propriété est appelée principe d'exclusion de Pauli. Est liée en fait à leur spin. Donc si vous suivez la série sur le spin, vous verrez plus d'explications sur ce phénomène. Donc si on a plusieurs électrons, ceux-ci vont occuper les orbitales avec un seul électron par quadruplet de nombres quantiques n, l, m et s. Ainsi, dans l'orbital 1s, on peut avoir deux électrons, parce qu'il y a deux valeurs pour le nombre quantique S, le nombre quantique de spin. Puis dans 2S, aussi deux électrons. Et dans 2P, on peut avoir 6 électrons, parce qu'il y a 3 valeurs pour M, et 3 fois 2 égale 6. Soit 8 en tout pour N égale à 2, etc., etc. Toutefois, ceci n'est vrai qu'en première approximation. En effet, les électrons portent une charge électrique et donc ils se repoussent les uns les autres. Il existe d'ailleurs aussi d'autres corrections, dues par exemple au moment magnétique des électrons, moment magnétique de spin et orbital, et des noyaux, et ces moments magnétiques interagissent entre eux. Ou encore les effets dus à la relativité, les électrons pouvant avoir des grandes vitesses. Mais la répulsion électrostatique est l'effet le plus important. Ajouter au potentiel la répulsion entre électrons rend l'équation de Schrödinger beaucoup plus compliquée et en fait totalement insoluble à la main. Même numériquement, c'est un challenge. Et ce, même dans le cas le plus simple, l'hélium avec 2 électrons. Il faut donc utiliser diverses techniques d'approximation. La plus grossière, c'est celle dite du champ moyen. On fait comme si l'électron, un des électrons, voyait tout le noyau et les autres électrons comme un tout, de charge électrique plus faible. C'est assez grossier. On peut aussi ajouter les effets répulsifs proportionnels à l'intégrale, donc la somme pour toutes les positions, psi 1 R, psi 2 R. Et psi 1 et psi 2 sont les fonctions d'onde des électrons. En fait, ça aussi c'est une approximation, parce que ça tient compte du fait que les électrons peuvent être au même point, très proches, mais les forces électrostatiques agissent aussi à distance. Mais c'est une correction possible. Ou mieux encore, on peut utiliser la méthode des perturbations. Et par exemple, avec l'hélium qui n'a que 2 électrons, des méthodes approchées, telles que la méthode des perturbations, donnent de très très bons résultats. En particulier, les valeurs de l'énergie ne dépendent plus seulement de N, mais aussi de L. Donc cette fois-ci, l'énergie dépend des 2 premiers nombres quantiques. On a donc une séparation des valeurs de l'énergie en fonction de L. Alors, il faut... et alors, on a aussi pour des petites variations avec M et S dues aux autres corrections, dont les effets des moments magnétiques. Notons aussi que ces calculs de correction sont d'autant plus ardus et plus imprécis qu'il y a beaucoup d'électrons. C'est assez logique. Ça marche très très bien pour l'hélium, pour de plus gros atomes, même avec les meilleures techniques, même avec du numérique, c'est difficile. Le remplissage des orbitales par les électrons est aussi responsable des liaisons chimiques et donc des propriétés chimiques des atomes. De fait, si tous les électrons se mettaient dans l'orbital 1s,
il n'y aura pas de grosse différence entre deux atomes, des atomes différents. On aura un paquet d'électrons, tous dans le même état, c'est tout. Tandis qu'ici, on a une structure des atomes, des électrons, qui peuvent avoir un effet quand les atomes se rapprochent. Prenons par exemple deux atomes, disons le sodium et le chlore. Qu'on note Na, sodium, et Cl, chlore. Dans le sodium, les orbitales sont toutes bien remplies, sauf pour un électron en plus. Il y a un électron de trop, si on veut, et qui va se trouver tout seul sur une orbitale d'énergie beaucoup plus grande. On peut noter énergie E1. A l'inverse, dans le chlore, toutes les orbitales sont remplies sauf la dernière. Il manque un électron pour remplir la dernière orbitale. Et cette orbitale est d'énergie E2, avec E1 qui est beaucoup plus grand que E2. Le sodium va donc avoir tendance à perdre son électron et à le céder au chlore. L'excès d'énergie étant alors dissipé. Pas sous forme de photons d'ailleurs, plutôt sous forme de mouvement des atomes et des électrons et par effet d'atome en atome sous forme d'énergie thermique. Ils deviennent ainsi des ions, c'est-à-dire qu'il manque un électron au sodium, il devient Na+, une charge positive, et le chlore ayant gagné l'électron, Cl-, il porte une charge négative. Et du fait que leurs charges électriques sont opposées, ces ions vont s'attirer par force électrostatique et ils vont se lier. Ils vont s'attirer et ils vont se lier pour former du NaCl, c'est-à-dire du chlorure de sodium ou encore sel de cuisine. Si le gain d'énergie est plus faible, les électrons vont quitter plus difficilement leur atome, ils quittent difficilement le nid, et les atomes vont plutôt se rapprocher jusqu'à mettre cet électron en commun, qui va donc pouvoir appartenir aux deux atomes et se retrouver notamment dans une orbitale d'énergie beaucoup plus faible. Un autre effet quantique intervient d'ailleurs, un effet que nous n'avons pas analysé, fallait bien se limiter. Et si un électron peut avoir un état, on va dire, 1, autour du premier atome, et un état 2 autour du deuxième atome, alors on peut avoir des superpositions quantiques. Par exemple, 1 plus 2 et 1 moins 2. Notons que le moins ici n'est pas une soustraction au sens habituel, c'est lié à la phase de l'amplitude. Et il se fait que l'état 1 moins 2 a moins d'énergie. On peut le calculer. C'est pas très difficile d'ailleurs. Et donc, mettre l'électron en commun abaisse l'énergie totale. On parle alors de liaison. Donc ici, on parle de liaison ionique, parce que c'est deux ions qui s'attirent. Et dans le cas où il n'y a pas perte de l'électron pour le donner à l'autre, on parle plutôt de liaison covalente, qui est d'ailleurs beaucoup plus robuste. Si l'électron est un peu plus attiré par un atome que par l'autre, il apparaît alors une charge électrique à cause du déséquilibre sur chaque atome. On parle de liaison polaire. L'exemple emblématique est la liaison OH, qui est une liaison dans la molécule d'eau, OH, H2O. Dans cette liaison, qui est une liaison covalente,
L'oxygène porte une petite charge électrique négative, pas une complète, hein, pas comme dans NaCl, et l'hydrogène, une charge électrique positive. Ça a des effets intéressants parce que, pour des raisons liées à la forme des orbitales, on va en reparler, l'angle entre les H, ils ne sont pas opposés, ils ne sont pas comme ça, quoi. Mais plutôt comme ça. Et donc, on a un déséquilibre dans la molécule avec ici une charge positive et ici une charge négative. On dit que la molécule est polaire. Avec des effets intéressants, deux molécules d'eau vont ainsi avoir tendance à s'attirer, l'oxygène et l'hydrogène de l'autre molécule vont avoir tendance à s'attirer. C'est ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui ont une énorme importance en biologie. Les molécules organiques sont très riches en ce type de liaison. Ça a un effet assez étonnant. Si on ne tenait pas compte de cette liaison et qu'on faisait le calcul pour un ensemble de molécules d'eau, en utilisant la physique statistique, la thermodynamique, on calcule qu'à température ambiante, l'eau devrait être gazeuse. Ça devrait être un gaz. Tout comme d'autres molécules de masse assez proche, comme la H2S. Donc, au lieu d'un oxygène, on met un soufre. C'est le sulfure d'hydrogène, qui est d'ailleurs bien connu aussi parce que c'est l'odeur des boules puantes. Qu'on retrouve aussi dans d'autres odeurs nauséabondes, les œufs pourris par exemple. Et là, dans l'H2S, pour le soufre, là, les hydrogènes sont nettement plus écartés. Ce qui fait qu'on n'a pas ce déséquilibre au sein de la molécule et pas de liaison hydrogène. L'H2S, bien que plus massif, est gazeux à température ambiante, alors que l'eau est liquide. Parce que ces liaisons renforcent la cohésion des molécules qui permet au liquide de subsister jusqu'à 100 degrés. Un autre effet étonnant concerne NaCl. Parce qu'il se peut que les forces électrostatiques dépendent du milieu dans lequel on se trouve. Alors ça, c'est la théorie de l'électromagnétisme, mais dans un milieu polaire, avec des déséquilibres de charge électrique, ça diminue les forces électrostatiques d'autres molécules qui seraient présentes. Et donc, la liaison entre Na et Cl s'affaiblit dans l'eau à cause de cette polarité des molécules d'eau. C'est comme si, sur le sodium qui est positif, les oxygènes de l'eau venaient se coller à cause de leur charge négative, et autour des Cl-, c'est les hydrogènes qui sont positifs qui vont venir se coller. L'ensemble a une charge électrique plus faible et diminue la force électrostatique. Et donc, dans l'eau, la liaison entre Na et Cl est beaucoup plus faible. Et la simple agitation thermique des molécules suffit alors à séparer les atomes de sodium et de chlore. Et ça, c'est la raison pour laquelle le sel de cuisine se dissout dans l'eau. Donc on apprend énormément de choses sur les liaisons chimiques et les effets parfois étonnants qui sont liés à la répartition des électrons autour des atomes. Voilà, alors nous avons encore quelques petits trucs à discuter, à voir autour de ça, et nous verrons la suite et la fin dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.